bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Et Ma famille, ma vie est une émission consacrée à la famille. On parle de sujets inhérents à la famille en général. Et aujourd'hui, nous allons parler de tabagisme. Je l'avais annoncé déjà hier. Alors, si vous avez des questions ou si vous voulez nous raconter vos expériences par rapport à ça, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 021 23 98 91. Et le thème du jour est le suivant: tabagisme, un danger pour tous. Alors, le tabagisme est une addiction dont il est difficile de sortir. La puissance addictive de la nicotine et la facilité de se procurer des produits à base de tabac font parfois office d'obstacle. Présentée comme un outil de sevrage, la cigarette électronique fait un tabac, si je puis le dire, grâce à son image marketing positive, mais c'est aussi un risque de renormalisation du tabac, surtout chez les plus jeunes. Et on va en parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir professeur Dalila Mekidesh. Vous êtes chef de service pneumo-allergologie au CHU de Mnemsous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. À vos côtés, Wahida Salim Sherif pour sa rubrique Wilshare. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, ça va? Très bien, merci. Alors, en face de Wahida, nous avons avec nous Monsieur Moustapha Mazouz. Vous êtes membre de l'association Al-Amen pour la protection du consommateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, c'est un plaisir, madame. Et à vos côtés, Samira Hadjamar avec sa rubrique Pêle-mêle. Bonjour. Je suis ravie qu'on puisse parler de ça en dehors de la journée mondiale du tabac, qui est le 31 mai. 31 mai. Exactement. Exactement. Je t'en prie, merci à toute l'équipe. En tout cas, on choisit nos sujets tous ensemble avec toute l'équipe, vous aussi. Et aussi, nos intervenants souvent nous appellent pour nous dire on devrait peut-être parler de ce sujet-là ou de ce sujet-là. Ceux qui sont déjà sur le terrain, ils savent de quoi ont besoin les familles, justement, quelle information ont besoin les familles. Donc, on essaye de répondre justement aux demandes de tous. Alors, ma première question. Ça va en fâcher plus d'un. Alors, pour vous, est-ce que le fumeur est coupable ou victime de l'industrie du tabac? Monsieur, madame. Parce qu'il est persuadé d'être coupable, le fumeur, et souvent on le culpabilise et on dit que le fumeur manque de volonté. Mais est-ce qu'il n'est pas plus victime que coupable? Alors, avant de répondre à cette question, et pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre c'est quoi le tabagisme, justement. Oui. Eh bien, il faut savoir que le tabagisme c'est une toxicomanie qui est due à un produit, à une substance qui se trouve dans le tabac, qui est extraite dans le tabac, qui est la nicotine. Cette substance entraîne une accoutumance. Oui. Une accoutumance, quel que soit le type de tabac. Cigarette, pipe, tabac prisé, tabac à chiquer, quel que soit le tabac, ça entraîne une dépendance. Alors, à partir de là, est-ce que le fumeur est responsable? Est-ce que les Est-ce qu'il est coupable, pas responsable? Est-ce qu'il est coupable? Oui. S'il a commencé à fumer, la réponse est difficile. Oui. Difficile par rapport à quoi? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de... s'il commence jeune, qu'il a été influencé par son entourage, qui a été influencé peut-être par les réseaux sociaux, on le voit avec la cigarette électronique par exemple, oui, par ce genre de choses. À ce moment-là, il est victime. Ou s'il a commencé à un âge avancé, où il sait déjà tout ce qui se dit par rapport à la cigarette électronique, chicha, tous ces produits-là, à ce moment-là, il est coupable? Moi, je n'aime pas tellement le mot coupable, oui, parce que ça le met au pied du mur et c'est pas toujours évident. D'accord. Il y a cette nicotine, cette dépendance psychique. Avec le temps. Mais au départ, moi je trouve la question excellente, franchement, merci. Parce que c'est presque du déni de dire que... Oui, mais attention, si on doit voir l'ensemble des aspects sociologiques également, il ne faut pas penser, il y a des jeunes qui commencent à fumer parce que pour faire comme les autres.
Ça fait bien, voilà, ça fait à la mode, voilà. pour s'intégrer Imitation. dans un groupe. Il y a la gestuelle, il y a le... Pour paraître plus grand, pour être... Oui, voilà. et puis indépendant. Tout ça fait que le manque d'information le met dans la position de coupable. De victime. De victime. Quand il manque d'information, on est plus victime que coupable. Oui, vous avez raison, de victime. Mais quand on est bien informé... Mais quand on est bien informé, prévenu, ça devient plus difficile. Et même là... En fait, c'est une question qui... Oui, M. Mazouz. Elle a ouvert la boîte à Pandore. Oui, elle nous a un peu... Oui. On parle de tabagisme. Je suis désolée, mais on parle souvent de tabagisme. Enfin, à votre goût, pas assez, j'imagine. Mais on en parle déjà, on en parle beaucoup du tabagisme, des méfaits du tabac. On a commencé avec les campagnes de sensibilisation, avec les images des maladies sur les paquets de cigarettes. On a pas mal d'informations sur, une fois adulte, et qu'on sait trouver l'information et tout ça. C'est vrai que pour les adultes, enfin, parce que quand on est adolescent, on est souvent un peu, on va dire, entraîné dans cette mode, dans cette spirale, exactement. On en parle beaucoup du tabagisme, on sait que c'est pas bon pour la santé, on sait qu'il y a des maladies, on sait pas mal de choses, que la nicotine c'est addictif et tout ça, mais on fume. Mais on fume quand même. C'est un souci, en vérité, c'est un souci de conscience, de savoir. En vérité, c'est-à-dire que là, si on le sait, on revient vers cette mentalité de dire, si je le sais et je le fais, donc je suis coupable quelque part. Oui. Si je ne le sais pas, je suis une victime. Et si je le sais et je le fais quand même, ça veut dire qu'il y a l'intention de le faire, donc c'est prémédité. Donc on est un petit peu on est à cheval pratiquement sur cette histoire de préméditation. Oui. Et là, si on est dans la préméditation, donc il y a des lois qui punissent ce genre de méfaits. Et dans ce cadre d'émission, dans cet environnement, nous sommes beaucoup plus dans la sensibilisation et de dire prenez conscience, il y a un danger. Justement, on est là pour informer, mais ne pas culpabiliser non plus le fumeur. Parce que quand on est dans la spirale, une fois qu'on y est dedans, qu'on n'arrive pas à arrêter, on va savoir si on peut arrêter réellement ou pas, s'il y a vraiment des solutions pour arrêter la cigarette. Mais quand on y est dedans et qu'on a du mal à arrêter ou qu'on ne trouve pas de solution ou qu'on n'est peut-être pas suffisamment accompagné, là on culpabilise encore plus la personne et cette personne va se retrouver un peu isolée, un peu mal. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question très difficile. Oui. En tout cas, en tant que médecin, c'est difficile d'y répondre. Oui. Parce que si on dit que l'individu est coupable, on l'accuse. À ce moment-là, on l'accuse. Mais si on dit qu'il est victime, mais vous pouvez accuser les parents, le père ou la mère qui envoie son petit enfant, son jeune enfant, acheter un paquet de cigarettes au tabac du quartier. On va continuer le débat. Oui. Moi, ce que je vous propose... Il y a pas de loi pour punir... Oui, exactement. Il y a eu des procès. Madame. Oui, on va continuer le débat. On va suivre un reportage tout d'abord de notre journaliste Yasmine Belaïdja. Voilà, Yasmine Belaïdja, un reportage sur la cigarette électronique et on revient tout de suite après. Le tabagisme, ce fléau qui se propage depuis des dizaines d'années et qui ne cesse d'augmenter, est un facteur à risque de certaines ou plusieurs maladies. Malheureusement, le fléau ou le grand problème qu'on est en train de vivre, c'est que ça ne fait qu'augmenter, d'une part. D'autre part, ça touche des jeunes et des moins jeunes et même des enfants. Fumer ensemble ou proposer une cigarette est un geste de convivialité pour certains, un moyen d'entrer en contact avec d'autres personnes. بون لا سيغاريت تعلمتها في لونطوراج تاع حومه يتو منا تما كي تشوف ولاد حومه هكذا يتكيفوا يتو منا تريح معاهم هيا ابري تبدا لا سيغاريت هذه بالعقل كارو زوج ثلاثه هيا ابري توصل حتى الباكي ونص سا ديبون كيفاش. Certains fumeurs basculent vers l'inhalateur électronique, autrement dit cigarette électronique, qui est souvent présentée comme une alternative moins nocive au tabac ou comme un substitut pour les sévrages tabagiques. Néanmoins, l'inhalation reste agressive pour les poumons. Un effet de mode, une tendance, c'est aussi un commerce qui est très juteux pour les fabricants, pour les producteurs, pour les distributeurs. Et aussi, c'est un moyen d'exprimer qu'on est conscient que le tabac est nocif,
et qu'on fait des efforts, mais qu'on ne peut pas s'en passer. Oui, la cigarette électronique, ça marche. Il y a des gens qui حبسوا la cigarette بcigarette électronique. C'est pour ainsi dire qu'il existe plusieurs formes de tabagisme. À citer la cigarette électronique ou encore la chicha. Toutes provoquent une addiction à la nicotine qu'elles contiennent, donc nocive pour la santé. La chicha, elle est beaucoup plus dangereuse, je dis bien beaucoup plus dangereuse que le tabac. Quelques minutes de chicha sont l'équivalent de plusieurs cigarettes à la fois. Sans parler aussi du fait qu'on s'échange la chicha entre plusieurs personnes, où il y a même transfert et contamination de microbes et de virus. Ça aussi, tabagique, donc qui est très nocif aussi. Hein. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais on doit dire que c'est nocif et ça cause des dégâts dans la santé. Selon une étude faite par l'Organisation mondiale de la santé, fumer cause le décès de presque 8 millions de personnes par an. Le tabac est la cause de plusieurs maladies cardiovasculaires et cancéreuses. Le tabac ou le tabagisme nuit beaucoup à la santé publique. Voilà, donc de plus en plus qu'on avance dans la science, on découvre que le tabac ou le tabagisme est la plus grande cause des grands cancers. Ceci dit, il y a aussi de l'impact négatif sur l'économie, que ce soit l'économie des ménages ou même l'économie nationale. C'est pourquoi il est important de lutter contre ce problème de santé publique. Qu'on devrait marginaliser les fumeurs. Qu'ils m'excusent, mais c'est comme ça. Donc les marginaliser comment? D'abord, on devrait faire augmenter les prix d'une manière faramineuse, donc à les décourager. Ne jamais les laisser fumer dans des lieux publics. On doit aller plus loin, plus haut et plus fort dans la sensibilisation. Donc on doit adopter des mesures strictes. Donc on doit carrément aller interdire, on doit sanctionner. Nocive à votre santé et à la santé de votre entourage. Faire attention à sa santé, à la santé de son entourage. Il y a une fausse idée par rapport à la cigarette électronique. On va en débattre sur le fait que la cigarette électronique aiderait à arrêter le tabac, la cigarette classique, on va dire, mais il faut savoir que la cigarette électronique est aussi composée de pas mal de produits chimiques, dont la nicotine aussi. Mais avant de continuer notre débat, nous avons un appel téléphonique, donc nous avons une petite intervention téléphonique de la part de M. Karim Niait Medjani. Vous êtes président de l'association Attention Danger Écran Formant et Informant en France, et vous êtes aussi président de la Commission nationale des actions santé en Afrique. Bonjour et merci d'intervenir dans le plateau de Bonjour ma famille, ma vie. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les téléspectateurs et spectatrices. Et merci. Un grand merci pour cette sensibilisation qui est un grand fléau mondial et en Algérie également. Exactement. Alors vous vous intéressez aux impacts de la télévision depuis très longtemps, donc vous en faites aussi votre cheval de bataille et vous avez étudié l'impact de la publicité du tabac, parce qu'à un certain moment, il faut le dire, le tabac a été, on faisait la publicité à la télévision, on conseillait aux maires de fumer, ça c'était dans les années 30, et vous allez nous en dire un petit peu plus. Tout à fait, merci. Effectivement, l'industrie du tabac dans les années 20-30 a développé une campagne de publicité grâce au maître absolu de la propagande de masse, c'est-à-dire Édouard Bernays, qui, je vous le rappelle, est le double neveu de Freud et l'arrière-grand-oncle de la personne qui a créé Netflix. Pour vous dire, ils sont très implantés dans les médias et ils ont mis en place une campagne de cigarettes parce que cet Édouard Bernays, il avait un pouvoir de communication extraordinaire et très puissant. Il a fait retourner l'Amérique en un an qui ne voulait pas faire la guerre en 1916 et qui se sont retrouvés tous les Américains à vouloir faire la guerre. Donc l'industrie du tabac est partie le voir dans les années 20-30 et il lui a demandé de faire fumer 50% de leur chiffre d'affaires qui était parti en fumée justement parce que les femmes n'avaient pas le droit de fumer à l'époque, à l'extérieur. Donc elles n'avaient pas le droit de fumer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute l'image psychologique, psychanalytique qu'il pouvait utiliser de l'impact de la cigarette chez les femmes. Donc il a pris toutes les actrices de l'époque, les chanteuses, il les a fait fumer, allumer une cigarette en même temps. Ils ont pris des photos, ils ont dit regardez, fumez vous les femmes, vous serez l'équivalent, l'émancipation de la femme va passer par la cigarette, fumée, elles sont toutes mises à fumer, explosion des cancers chez la femme, et après, comme elle était très féminisée, la cigarette chez Marlboro, ils ont fait quoi avec Marlboro? Ils ont j'ai parlé d'une marque, pour pas parler de marque, ils ont mis un cow-boy pour masculiniser
la cigarette. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme rabage, cette marque-là, en Algérie et en Afrique. Et maintenant, je travaille avec des psychologues également. J'ai un message, il est un petit peu long, je ne pourrais pas vous le lire de leur part, mais ils travaillent en santé scolaire avec les collégiens, etc. Ils ont remarqué que les enfants prenaient de plus en plus tôt la première cigarette. Ils ont vu qu'avant c'était 12 ans et maintenant c'est passé à 9 ans. La première cigarette en Algérie, c'est une vraie catastrophe. Et une petite remarque également sur la cigarette électronique. Faut pas se leurrer. Hein. Elle est beaucoup plus puissante, comme il a dit le monsieur dans le reportage. Elle fait plus de 74 litres de grammes de fumée, au volume de fumée contre 0,6 de la cigarette. Il y a 600, alors attendez, je regarde faut pas dire de bêtises, 619 mg de goudron contre 24 sur la cigarette. Elle est gravement toxique, cette chicha. Il faut savoir que la cigarette électronique, celui qui l'a inventé, c'est un pharmacien chinois, je répète, un pharmacien chinois en 2005. Il travaille dans l'industrie d'Hollywood, dans les séries télé, où ils introduisent, bon maintenant c'est très strict en France, je ne sais pas comment c'est en Algérie, mais il y a beaucoup de lois qui interdisent de la publicité pour la cigarette, mais ça continue avec l'alcool. Mais dans les films, par exemple, de Sylvester Stallone, je ne sais pas si vous connaissez tous Sylvester Stallone, hein, Rambo, Rocky, il a touché $1 demi-million à l'époque, quand il faisait ses films, parce qu'il était représentant de la masculinité, de la virilité, pour avoir juste tenir une cigarette dans 6 de ses films. 6 de ses films, il a touché $1 demi-million, il avait 22 ans, on s'en fout, les conséquences que ça peut avoir. Donc l'image que ça a, la cigarette chez les enfants, c'est une catastrophe, et chez la femme également. Ça a été travaillé de longue date, depuis plus de 100 ans. Vous imaginez, 100 ans, ils ont calculé comment ça fonctionnait. Donc on va mener une grande campagne de formation et d'information pour le grand défi qu'on va organiser, un mois pour plus de nature et les moins d'artificiel, afin de réduire tout ce qui est cette consommation de risque. Je vous rappelle, hein, c'est le premier facteur de risque de mort de prématuré évitable. On peut mourir, 50% des fumeurs en meurent. 50% des fumeurs en meurent. Donc on peut mener des campagnes de sensibilisation pour que les jeunes ne touchent pas à quelque addiction que ce soit, puisque tant qu'on ne tombe pas dans l'addiction avant 25 ans, la première grosse maturation cérébrale, on dit que c'est entre 25 ans et 30 ans, tant qu'on n'est pas tombé dans ces addictions-là avant cet âge-là, on est un vrai bonhomme, on est une vraie bonne femme. On ne va pas commencer à fumer à 25 ans si on n'a jamais commencé à fumer à 25 ans, sauf cas rare. Eux, l'industrie du tabac, ils font tout pour stopper les jeunes avant cet âge-là. Donc bravo pour votre émission, et c'est qu'un début parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens là sur le plateau qui militent là-dessus. On va s'unir, on va échanger nos coordonnées. S'il y a des partages, n'hésitez pas à donner nos coordonnées, c'est qu'un premier début et on va organiser beaucoup de choses pour faire renaître la santé en Algérie et en Afrique parce qu'on va organiser ça dans toute l'Afrique. Tous nos pays frères africains, ils sont dans le même état. On est surexposé à tout cet artificiel, c'est une catastrophe et on n'a pas les moyens d'action. On n'a pas les moyens. Donc, il suffit de faire une prévention primaire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Karim Nait Midjani. Merci encore une fois pour votre intervention. Donc voilà, l'intervention de Monsieur Nait Midjani qui disait que voilà. Ça a commencé avec une campagne de communication. Voilà, il faudrait que ça finisse avec une campagne de communication. Exactement. Et ça se répète, on va dire, maintenant avec la cigarette électronique. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est qu'on dit que la cigarette électronique est bonne pour la santé parce que ça vous aide à arrêter de fumer. Il y a moins de risques avec la cigarette électronique. C'est juste de la vapeur. Vous allez vapoter. Exactement. Donc, alors que le tabac a commencé de la même façon, et là, on recommence encore une fois avec la cigarette électronique. Justement, c'est une alternative des lobbies industriels qui, comme il y a eu des interdictions pour la publicité, chez nous aussi, monsieur Hayt, vous ne le savez pas, mais chez nous aussi, c'est interdit de faire des publicités pour ce genre de produits. Mais le problème, le hic, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a des publicités. Exactement. Et puis, on propose ça comme une alternative au sevrage. C'est absolument faux. On sait maintenant qu'on n'a pas plus d'arrêt de tabagisme parce qu'ils fument la cigarette électronique. Ce qu'on ne sait pas, c'est que il y a des produits toxiques. On a le propylène glycol qui est un produit, une substance pétrochimique. On a l'acétate cellulose qui est du plastique. Oui, qui est également incriminé. En fait, il y a plusieurs substances chimiques qui permettent
par exemple, de fixer les arômes que l'on retrouve dans la cigarette électronique pour avoir plus de sensations et tout ça. Mais toutes ces substances vont irriter le poumon. D'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis récemment et à l'ERS, le Congrès européen sur les maladies respiratoires, il y a eu plusieurs communications qui ont montré qu'il y avait des pneumopathies de vapotage, c'est-à-dire à force de vapoter, il y a des pneumopathies chez des jeunes et qui sont graves. 2% décèdent, arrivent aux soins intensifs, c'est-à-dire la réanimation. Donc ce n'est pas anodin. Donc la cigarette électronique est beaucoup plus grave et le décès est beaucoup plus, on va dire, plus précoce quand on fume de la cigarette électronique? La cigarette électronique n'est pas une alternative et elle reste grave. Oui. Donc on ne doit pas l'utiliser pour... Au contraire, les industriels ont utilisé cette méthode pour recruter, parce qu'elle est utilisée par des jeunes, Alors, ils l'utilisent pour recruter des fumeurs. Parce qu'ils finissent toujours par fumer. Ben voilà. Oui. Et ça, il faut que l'Algérie puisse prendre... Je pense, madame, je vous remercie parce que je vous écoutais avec grande attention et c'était très prenant. Et finalement, nous faisons face à on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas seulement une épidémie, c'est une pandémie puisqu'à l'échelle mondiale. Oui. Et on la ressent beaucoup plus ici en Algérie, dans les pays africains, comme notre confrère l'a dit tout à l'heure, dans la mesure où nous ne sommes pas préparés pour la combattre. Nous ne sommes pas préparés à la combattre à différents niveaux. Le simple outil que nous avons entre les mains, c'est l'outil de communication et les combats de sensibilisation épistémodique, c'est-à-dire occasionnels. Donc, nous ne pouvons combattre de cette façon-là, avec ces moyens rudimentaires, une campagne, une machine de guerre qui est faite pour se régénérer, et le mal se régénère avec d'autres formes et sous d'autres images très prenantes et très séduisantes. Donc, la façon de faire les choses, elle doit changer, la manière de communiquer doit changer, et aussi la périodicité de cette communication doit changer. Faire prendre conscience n'est pas seulement l'apanage d'un moyen de communication ou d'une émission, mais c'est des émissions continues dans le temps, c'est un matraquage continu. Absolument. Et bien sûr changer le protocole et le script de la communication. Il nous faut aller utiliser les mêmes outils qu'ils utilisent eux pour embrigander ces personnes et les pousser à consommer. Cette façon de faire les choses, elle est à double niveau. D'abord, situer le mal et les exécutants. C'est une trinité. Vous avez le consommateur, le citoyen, je vais parler de citoyen parce que le citoyen peut être consommateur passif ou actif. Ou actif, exactement. Et là, nous avons différentes tranches. Nous avons l'enfant de 9 ans et 12 ans jusqu'à l'adolescent, et après le jeune, et vous avez l'adulte. Et après, vous avez le producteur, vous avez la firme qui produit, celle qui importe ou celle qui produit ici, dans notre pays. Et vous avez après le distributeur, celui qui distribue ses produits. Nous avons identifié ces 3 éléments, cette trinité. Vous avez aussi pour la Je passe dessus, parce qu'on va y arriver tout à l'heure, que c'est un effet induit. Parce que lorsqu'il y a un manque, il y a le trafic. On essaie de compenser cela avec ça. Donc, s'il y a ces 3 éléments, on va les identifier. Donc, on va travailler sur ces 3 éléments. Cette trinité, avec ces 3 éléments, on va travailler dessus sur 3 éléments. D'abord, le premier, concernant le citoyen, consommateur passif ou actif, d'abord par la sensibilisation continue dans le temps. Et là, cette sensibilisation, on l'a dit et on l'a affirmé, les jeunes commencent à 9 ans maintenant. Ça veut dire que cette sensibilisation doit se faire à l'école, doit se faire aussi dans les centres sportifs, doit se faire dans les quartiers, donc sortir dans les rues et implanter des stands continus et permanents. Pas seulement à l'occasion de fêtes ou de journées dédiées. Absolument. Ça veut dire être permanent, en permanence. Nous parlons de la société civile, nous avons donc qui est instituée et qui est concrétisée par la Constitution nationale. Donc ça veut dire que ces militants de la société civile, de la citoyenneté, doivent être présents dans la rue pour cela, pour avoir d'abord communiqué et avoir un retour d'information. Nous avons besoin de statistiques pour pouvoir travailler et aussi équilibrer notre façon de communiquer et notre façon d'intervenir. Ça, c'est très important. Monsieur Mazouski, en parlant de société civile et de collectifs et d'associations comme la vôtre, qu'est-ce qui vous empêche de proposer des mesures pour des réformes? Les lois, les textes de loi, les campagnes, c'est bien, la sensibilisation, c'est très bien.
C'est très bien, pardon. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant que société civile, de proposer des lois qui seraient votées, des mesures surtout, qui seraient votées à l'Assemblée, qui seraient prévues pour la prochaine loi des finances, par exemple. Je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. On pourrait, par exemple, imposer des taxes, parce que l'Algérie n'impose pas vraiment. Il y a des taxes, mais elles ne sont pas très dissuasives. Ou, par exemple, on diminuerait les importations. Écoutez, sachant que les dernières années, elles ont augmenté pour le tabac. Vous me donnez un petit peu l'occasion de parler de ça. Oui. Donc, l'association, je peux parler de l'association AMN que je représente ici. Sur cette proposition de loi, ça a été déjà fait dans d'autres créneaux, par exemple par rapport au monoxyde de carbone. Nous sommes allés jusqu'à proposer des lois et nous sommes jusqu'à l'APN, et ainsi de suite. Donc, cette façon de faire, on l'a faite et on va le faire ici aussi. Maintenant, le deuxième élément, vous avez parlé de taxes. Nous sommes pour une taxation très forte, donc nous sommes jusqu'à 200%. Oui. Et là, vous me dites, 200%, peut-être ils vont répercuter ça sur le citoyen. On n'est même pas finalement. À 50%. Si nous sommes sur 200%, parce que là, un petit peu c'est comme pour les campagnes de sensibilisation, ce qu'on appelle la hamalat arda'iyya, c'est-à-dire les campagnes de sensibilisation concernant le port de la ceinture de sécurité ou autre, où nous sommes allés très 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 loin, y compris pour la contrebande. Nous sommes allés avec des peines de prison de 30 ans de prison pour les contrebandes, parce qu'on nous a senti qu'il y avait une menace sur la société et sur le devenir de la société algérienne. Il faut dire que le tabac, c'est une menace aussi pour la société, pour la famille. C'est un homicide involontaire et c'est un homicide assumé par ceux qui fument et par ceux qui leur vendent ces produits-là. Mais si vous permettez, la législation existe, la réglementation existe. Oui. Il y a une loi en Algérie. D'ailleurs, la législation sur la loi sanitaire d'avril a encore renforcé certains articles. Comme Madame Professeure, comme ça a été signalé au niveau des paquets de cigarettes, vous avez la mention « fumes-tu », mais ça n'empêche que nous avons la courbe ascendante des gens qui fument. Ah ça, c'est dans le monde, que ce soit dans les pays développés ou partout dans le monde, lorsqu'on met cette publicité, c'est pas une publicité, on informe le consommateur des dangers. Moi, j'ai vu les fumeurs faire quoi? Ils prennent le paquet, ils le mettent dans une pochette très jolie, fleurie, etc. Comme ça. Maintenant, on vend des pochettes justement pour cacher ce genre de choses. Oui, des accessoires esthétiques. Comme ça, je ne vois pas le paquet de cigarettes, je suis tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Algérie, la réglementation existe. D'ailleurs, depuis avril, on est passé à la pénalisation. Voilà. Oui. Mais les taxes imposées sur les paquets de cigarettes sont très faibles. Elles augmentent très faiblement. Absolument. Le prix du paquet de cigarettes n'augmente pas de beaucoup, de 10 dinars. Tout le monde peut l'acheter. D'abord, il faut les taxer beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. Parce que ça permettra comment dirais-je, de permettre. Non, pas uniquement dissuader. De payer les dégâts du tabagisme, de prendre en charge les thérapeutiques, les traitements, de prendre en charge. La facture est très élevée. Pour le si vous savez combien revient la prise en charge d'un cancéreux, et vous savez que les cancers, 35% des cancers en Algérie sont dus au tabagisme. Et quand on sait qu'un cancer, vous lui faites une consultation spécialisée, vous lui faites des examens pour le diagnostic, vous lui faites des examens, une prise en charge thérapeutique qui est de plus en plus coûteuse. Imaginez combien ça revient à l'État et à la collectivité. C'est énorme. Donc il faut faire payer les pollueurs, je dirais. Voilà. Et encore, jeter les mégots. On va en parler dans la rubrique. C'est une catastrophe. Vous avez des mégots que l'on retrouve au niveau de l'eau. C'est le sujet Attendez. Ça, c'est le sujet de la rubrique de Samira. Vous pouvez nous rappeler quelle maladie entraîne? Il n'y a pas que le cancer des poumons. Il n'y a pas que le cancer des poumons. Il est à la base de plusieurs cancers. On va dire que... Pas uniquement les cancers, mais d'autres maladies. Oui, d'autres maladies. Déjà, il y a celui de la gencive. Alors, alors on commencera par la bouche. Oui. Parce que... Alors, je vous ai dit qu'officiellement, on a 35% des cancers qui sont liés au tabac en Algérie. Alors, quels sont ces cancers?
ça commence par la bouche. Au niveau des gencives, le cancer des gencives, le cancer de la langue, qui sont graves, des lèvres. Et je descends au niveau de la gorge. Et puis des poumons. Oui. Le cancer du poumon qui est de mauvais pronostic. Et puis le cancer de l'œsophage, le cancer de la vessie, le cancer des reins. Quelle horreur. Et tous ces cancers sont liés au tabagisme. Alors on va continuer. Nous avons reçu un appel téléphonique de la part de Adam qui a 19 ans. Alors bonjour Adam. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Alors vous nous appelez pour témoigner un petit peu. Alors vous êtes fumeur, vous avez 19 ans. Alors allez-y, on vous écoute. Oui, ça fait maintenant presque 5 ans, on va dire, 6 ans que j'ai commencé le tabagisme. Donc à l'âge de 14 ans. Oui, il y a 13 ans, 14 ans, oui. Voilà. Et comment vous avez commencé à fumer? C'était en voyant les autres, en voulant faire comme les autres? Comment ça s'est passé? Par l'influence, on va dire, du papa à la maison. Oui. J'étais influencé, j'ai voulu essayer après... Faire comme les grands. Dans une route sans fin. Oui. Vous vouliez faire comme les grands, comme papa. Voilà. C'est le modèle à la maison. Oui. Souvent, c'est le cas. On essaie d'être comme lui, à la fin, c'est mauvais. C'est une route sans fin. Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter de fumer? Ou est-ce que vous avez envie? Presque 6 mois, j'essaie de diminuer, mais c'est un petit peu difficile. Oui. Et combien vous fumez par jour? Combien de cigarettes vous fumez par jour? Ça fait maintenant 3 mois, je fumais presque un paquet et demi par jour. Maintenant, je suis passé à 15, 14. Ça fait maintenant une semaine, je fume 8, 7 cigarettes par jour. D'accord. Et votre entourage, vos amis, est-ce que sont des fumeurs aussi ou pas? Ouais, tout l'entourage, c'est des fumeurs. C'est vrai que ça n'aide pas. C'est vrai qu'en étant entouré de fumeurs, ça n'aide pas vraiment pour arrêter. Ouais, ça n'aide pas. Ça va influencer encore plus, donner l'envie encore plus. C'est un petit peu difficile quand on a un entourage. On essaye de commencer ça avec le sport et tout, mais voilà quoi. Et est-ce que vos parents savent que vous fumez? Oui. Oui. Et ça depuis longtemps, depuis 4 ans, 3 ans. Et est-ce que vous avez l'intention de faire du sport ou là, est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous pensez à une solution pour arrêter de fumer? Pour moi personnellement, j'ai commencé un petit peu le sport. Oui. J'essaie de diminuer avec le sport. Pour passer aussi, je pense à passer à la vape pour diminuer aussi. Ah, la vape, il faut écouter, il faut nous voir l'émission parce que la vape n'est pas forcément une bonne solution. Oui, mais ça, c'est un petit peu moins que la cigarette. Hein. Non. Ah non, justement, vous allez voir l'émission et vous allez voir les réponses de nos spécialistes. Une dernière question, Ça vous coûte combien de fumer? Comment il fait au mois, je vais dire 12 000 dinars, 15 000 dinars le mois. 15 000 dinars le mois? Oui. Vous êtes un grand fumeur. Vous avez à 500 dinars. Maintenant, un paquet de cigarettes, ça coûte cher. Hein. C'est pas comme avant. D'accord. Et vos parents vous donnent l'argent pour acheter? Parce que j'imagine que c'est l'argent de poche qui sert à acheter vos cigarettes vos cigarettes. Non, j'ai un travail à côté. C'est pour ça va. J'essaie de m'en sortir. D'accord, très bien. Mais si vous arrêtez de fumer, je pense que vous serez content de récupérer cet argent pour autre chose. Oui, complètement, oui. Très bien, merci beaucoup Adam pour votre témoignage. On va répondre tout de suite à tout ce que vous nous avez dit. Merci encore. Donc, voilà, c'est dans l'esprit. Hein. Je passe à la vape parce que c'est moins dangereux. C'est affreux. Non, il faut absolument arrêter et essayer de faire comprendre à ces jeunes que le vapotage, que la cigarette électronique, ce n'est pas une alternative pour le sevrage tabagique. Alors on dit souvent qu'on commence avec la vape, on commence avec un grand dosage, un fort dosage en nicotine, et puis progressivement on va diminuer la dose de nicotine jusqu'à ne plus avoir de nicotine, juste garder le geste pour ceux qui sont habitués au geste, et par la suite on arrête. Est-ce que ça marche réellement? Est-ce que ça a été prouvé? Non. Voilà. Non, ça ne marche pas, et on l'a pendant des années. On s'est dit oui, ça va aider au sevrage tabagique, et on a constaté que les gens qui utilisent la cigarette électronique
très peu arrêtent de fumer. D'accord. Par contre, c'est la volonté. Je vois que chez ce jeune, il a une forte volonté d'arrêter de fumer. Ça, c'est très déjà... bien. Mais le problème chez ces personnes qui fument et qui fument beaucoup, c'est que quand ils s'aperçoivent de la nécessité d'arrêter le tabagisme, c'est déjà trop tard parce qu'il y a une forte dépendance. À ce moment-là, il est difficile d'arrêter tout seul et ils ont besoin d'une aide des professionnels de la santé, d'une aide de l'entourage. Or, l'entourage de ce jeune est un peu, disons, n'est pas favorable à l'arrêt du tabagisme puisque ses parents femmes fument et que c'est un modèle, il le dit, c'est un modèle. J'irai plus loin, professeur, dans la mesure où, même en arrêtant et en étant dans le sévrage, il est à une cigarette toutes les 2 heures pendant les 16 heures où il est éveillé. C'est très grave. En étant actif, il a une cigarette, il a donné le chiffre de cigarette maintenant qu'il a arrêté, qu'il est en train d'arrêter. Oui. Ça veut dire qu'il est à une cigarette toutes les 2 heures. Ce qui est très très grave. C'est énorme. Énorme, c'est énorme. Alors j'imagine ce que ça devait être auparavant. Beaucoup plus. Et là, s'il dépense 15 000 dinars en cigarettes, je ne sais pas. Oui, c'est un très gros fumeur à 19 ans. Oui. Et là, au-delà de tout ce qui a été dit, lui, ce n'est pas au contact d'un environnement nocif extérieur. Il a trouvé qu'il était en dilettance, il a trouvé un paquet de cigarettes, il a essayé et c'est parti. C'est l'environnement immédiat, c'est son entourage, c'est le père qui a donné cette image et l'enfant voulait reproduire ce modèle. Parce qu'il a dit que c'était un modèle, mais là, justement, je voulais revenir sur un point qui est aussi important avant de... Le plus grave, c'est que ce n'est plus seulement le père, on va raisonner seulement avec le père. Maintenant, actuellement, c'est le père et la mère. Oui, c'est vrai aussi, mais revenir à un point aussi important aussi, qui est les fumeurs passifs. Parce que peut-être qu'ils ne vont pas commencer à fumer ils ne veulent pas imiter papa, les amis ou autres, mais ils fument justement à côté parce qu'ils ne sont pas actifs eux-mêmes, c'est pas eux qui fument, c'est les enfants, c'est les femmes enceintes qui fument, c'est les collègues, c'est les amis qui sont là à côté d'une personne qui est en train de fumer. Est-ce que ces personnes-là sont aussi en danger que les personnes qui fument? D'ailleurs, l'OMS vous donne des chiffres. Vous avez 8 millions de décès dans le monde par an, mais 1,2 million de ces décès sont en rapport avec des sujets qui ne sont pas des fumeurs volontaires. C'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc, il y a des décès en rapport avec le tabagisme. Il y a une image qui est colportée à chaque fois qu'on essaye de conseiller ces fumeurs sur cette particularité. Ils disent, écoutez, nous avons des parents ou de la famille qui ont continué à fumer jusqu'à maintenant 90 ans, 100 ans. C'est-à-dire qu'ils sont morts de leur belle mort. C'est-à-dire que ça n'a pas eu de répercussions. Ou d'autres qui vous disent qu'une fois qu'il a arrêté, il a eu un cancer. Or, les gens ignorent, ou bien qu'il y a des médecins, vous m'excusez professeur, qui eux fument, pourtant ils sont au courant des dangers de cette pandémie. Exactement. Alors qu'ils oublient que le métabolisme de tout un chacun est différent, d'une personne à une autre. Voilà. Chacun, sa façon de réagir, elle est différente. Et là, c'est ça qui est grave. On n'est pas conscient que notre métabolisme s'adapte par rapport à ce que nous subissons. Parfois, ceux qui fument développent je dirais pas une carapace, mais je dirais ils sont dans la négation de l'autre, et là, le corps consomme et absorbe ce qu'il a comme danger. Ce que vous venez de dire, c'est la sensibilité de chaque individu n'est pas la même. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. D'ailleurs, on le sait pour la femme. Les femmes sont plus sensibles pour le tabagisme que les hommes. Donc, les femmes feront
plus de cancer si elles fument que les hommes. Donc finalement, c'est un phénomène de société. Mais c'est un phénomène de société qui touche la famille et justement c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est un problème de santé publique. Santé publique, exactement. Ça touche réellement la famille. On a parlé de tabac à fumer, de cigarettes électroniques, chicha, c'est la même chose aussi. Et on va parler de tabac à chiquer. On ne le dit pas suffisamment, mais même le tabac à chiquer est dangereux. Et c'est avec Wahida Salemchif pour sa rubrique Oui Cher. Tout de suite. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment du tabac à chiquer parce que, voilà, tu viens de le dire, c'est dégoûtant. Ça nous répugne. Des étoiles au plafond. Alors, c'est vrai que c'est dégoûtant, mais voilà, en fait, il y a des questions à se poser. Est-ce que le tabac à chiquer est aussi mauvais que le tabac normal? Parce que les gens, ils ont tendance à utiliser le tabac à chiquer comme un substitut de tabac. Donc, du coup, au moment où ils veulent arrêter de fumer, ils s'orientent vers le tabac à chiquer. Enfin, il faut savoir qu'il est aussi dangereux qu'une cigarette normalement. La seule différence entre une cigarette et le tabac à chiquer, c'est que le tabac, il est un peu humidifié et on l'utilise sans filtre. Directement, il sera au contact de la bouche ou voilà, généralement la gencive, les dents, la salive. Donc de la langue, des gencives. Voilà. Et de l'estomac, de l'œsophage. Mais ce qu'il faut savoir, attention, non, on le met directement. Chez certaines personnes, il y a un papier, voilà, il y a un papier et d'autres personnes l'utilisent directement sans le petit. Il y a des personnes qui l'enveloppent, il y a des personnes qui le hument directement, qui le sniffent, on va dire ça comme ça. Oui, ça se faisait aussi. Il y a des personnes, voilà, exactement. Et il y a des personnes qui le. Donc, il faut savoir que le tabac à chiquer, en fait, il crée plus de dépendance qu'une cigarette qu'on prend normalement, n'est-ce pas? Moi, je dirais il n'y a pas de seuil au-dessous duquel le tabac n'est pas à risque grave. Oui. Ils sont tous. On récupérait les boîtes. Oui. Alors, quels sont les risques pour la santé? Généralement, on se dit oui, mais on ne va pas tomber malade, il n'y a rien. Il y a moins de risques. Voilà, il n'y a pas de fumée, on ne brûle pas Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ça provoque de nombreux types de cancers, notamment le cancer de la bouche, de la langue, des gencives, l'estomac, la gorge, la vessie. Voilà, donc tout ça. Et puis, il faut savoir que les gros consommateurs peuvent également remarquer que leurs dents peuvent commencer à jaunir. Se déchausser aussi. Aussi, à tomber même. Oui, avec la grimace. Ça aussi bien le tabac que la cigarette. Oui. Et il faut savoir que la consommation régulière du tabac à chiquer est également liée à un risque accru de risque cardiaque. Donc, des personnes peuvent avoir aussi des attaques cardiaques ou des arrêts cardiaques. Il ne faut jamais se dire que non, ça ne va pas m'arriver parce que moi, je ne fume pas. Je mets juste le tabac à chiquer. C'est pareil. Et il faut savoir aussi qu'on peut avoir un problème de pression artérielle, mais aussi de cholestérol, docteur. J'ai lu ça. Est-ce que ça a un rapport? C'est un rapport le cholestérol avec le tabac. On sait qu'une personne qui a déjà du cholestérol et qui fume a plus de chances d'avoir un arrêt cardiaque. C'est clair. Mais avec le tabac à chiquer aussi. Écoutez, c'est des substances qui vont être diluées par la salive et qui vont passer dans l'organisme. Voilà. Donc, vous êtes en train de décrire exactement les méfaits que l'on peut retrouver avec une cigarette. Exactement. Les effets cardiovasculaires, que ce soit sur les artères, que ce soit l'ensemble des artères, c'est-à-dire tous les organes, soit infarctus du myocarde, une insuffisance coronarienne, donc, ou une artériopathie, une atteinte. Donc, c'est exactement les mêmes méfaits. Quel que soit le tabac, que ce soit à priser, à chiquer, les pipes. Oui. C'est surtout, les effets. On les oublie aussi. Oui. Alors, je vais vous faire une petite le saviez-vous. Alors, saviez-vous que le tabac à chiquer contient plus de nicotine que les cigarettes et il peut être encore plus difficile d'arrêter de chiquer que de fumer. Que d'arrêter de fumer, Oui. Le fait d'avoir une quantité régulière de tabac à chiquer dans la bouche pendant 30 minutes vous apportera autant de nicotine que 3 cigarettes. Mais sinon, il le garde combien de temps? C'est quoi la durée? Je ne sais pas, il faut demander à Il faut demander à un professionnel, mais d'après ce que j'ai lu, minimum 30 minutes pour avoir l'effet avec une bosse qu'on cherche. Ça. Oui, oh là là. Et par contre, ça n'a pas d'odeur. Oui, ça n'a pas d'odeur. Allez, comment puis-je arrêter justement? Donc, le tabac à chiquer crée une forte dépendance, mais tout
tout comme le tabac fumé, on a des petites astuces. Mais ce qu'il faut toujours dire, il faut toujours se faire accompagner par un professionnel, par un médecin. Exactement, on va parler de l'arrêt. Oui. J'ai lu des témoignages des personnes qui me disent, moi j'utilise des tisanes, beaucoup de tisanes pour arrêter. Il y a des personnes qui m'ont dit, moi je consomme les graines de tournesol. C'est rien. Ouais, chacun son truc. Si on trouve un truc qui va nous aider et que ce soit bon pour la santé, bah il y a le chewing-gum ou tout simplement les gommes à mâcher. On va en parler après, les chewing-gums, les patchs. Mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit que leur médecin leur a conseillé de passer à la cigarette électronique, histoire de réduire un peu leur dépendance. Et c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Vous allez commencer avec une petite dose de nicotine jusqu'à ce que ne plus en avoir cette envie ou cette dépendance. Non, ça c'est un effet, je pense. Mais pourquoi on a commencé à conseiller la cigarette électronique pour arrêter de fumer? Parce qu'au début, on n'avait pas de notion de... Il n'y avait pas d'études, de recherche. On ne savait pas, c'était nouveau. D'ailleurs, c'est un pharmacien chinois qui a été le premier à proposer cette cigarette. Tout le monde était content. Les firmes encore plus, les industriels. Peut-être parce que ça venait d'un pharmacien aussi, non? Il est dans la santé et on se dit... Je vais vous dire une chose. Et par conséquent, c'était une nouveauté et c'est parfait. On a trouvé une alternative. C'est intervenu à partir d'informations. C'est intervenu, cette création est intervenue à l'époque où il y a eu beaucoup de procès qui ont été intentés aux États-Unis contre les firmes. Absolument, oui. Les firmes internationales ont commencé à payer. Mais ça a été la première fois et la dernière. Parce qu'après, lorsqu'il y a eu cette mention, il y a eu d'autres études qui ont été faites et d'autres campagnes de sensibilisation en faisant en sorte que dire, lorsque vous fumez, c'est votre choix propre. Vous êtes au courant des dangers et vous le faites. Donc, c'est vous qui avez décidé d'aller sur ce chemin-là. Et là, les firmes ont inversé la tendance et ont commencé à gagner leur procès contre ceux qui les attaquaient en justice. Et en parallèle, ils ont trouvé un subterfuge avec ces cigarettes électroniques et avec d'autres, pas seulement ces cigarettes électroniques. En fait, ils ont créé des canaux pour ramasser encore plus d'argent et créer une dépendance qui, à un moment ou à un autre, ferait en sorte qu'on se rende compte, 10 ans après, 15 ans après, on en est là, à se dire, écoutez, finalement, c'est la même chose. Eh ben, je reviens vers la cigarette. Vous savez, c'est pernicieux et c'est pervers. Oui, c'est le recrutement des jeunes. C'est exactement. Mais il y a eu aussi à un certain moment des cigarettes spéciales. C'était pas la cigarette électronique, mais c'était le tabac à chauffer et non pas à brûler. Il y a eu ça aussi, dans le sens où, vu que la cigarette n'est pas allumée, donc elle n'est pas brûlée à plus de 900. Voilà, donc c'est à 300 degrés, c'est juste chauffé, donc ça n'a pas le même effet. Mais finalement, c'était la même chose. On a un appel téléphonique avec nous. Désolée de vous interrompre. Nous avons Lemia qui est maman d'un jeune homme qui fume, qui est avec nous. Et elle vient pour nous poser des questions et témoigner. Bonjour Lemia. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Et vous, ça va? Alhamdoulilah, bonjour tout très le bien. monde. Bonjour tout le monde. Alors, votre fils fume apparemment? Oui, maintenant il a 22 ans. Il a commencé à l'âge de 14 ans. D'accord, waouh. C'est la 4e année moyenne. C'est le pic de l'adolescence. D'accord. Et comment vous vous êtes rendu compte qu'il fumait? Moi, j'étais journaliste, je contrôle, j'observe. Et j'ai senti ça sur ses vêtements. Ça a commencé comme ça. Je me suis dit peut-être qu'il était avec des jeunes qui fument. Et automatiquement, c'est sûr qu'il va fumer. Et après, c'était, je vais voir un ami en bas, juste en bas. Oui. Juste en bas. Ça a commencé comme ça. Après, au lycée, c'était au balcon. Parce que je remarquais qu'il y avait des cendres de cigarettes. Oui. Et après, maintenant, c'est directement, non, c'est la fin, en terminale, c'était, est-ce que tu peux me passer? Juste pour acheter une cigarette. D'accord. Et à la fac, c'est bon. Il vient de terminer, il a une licence des civilisations françaises. Eh bien, il fume, je le sais. Maintenant, je le surveille pour autre chose. J'ai peur d'autre chose. D'accord. Mais est-ce que votre fils a essayé déjà d'arrêter de fumer ou est-ce que vous lui avez demandé d'arrêter de fumer? Comment que ça s'est passé? C'est difficile, je pense. Je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Là, il est rentré dans sa chambre et il dormait. Je me suis mise sous son lit et j'ai commencé à parler comme si c'était dans son sommeil ou...
Arrête de fumer. Je vous assure, avant son sommeil profond, j'ai commencé à parler comme un homme et lui faire peur. Oui. Il avait 16 ans. Vous savez, on peut tout faire pour éviter le pire à nos enfants. Oui, c'est vrai, on est prêt à tout. Je vous assure. Je me suis mise sous le lit. J'ai commencé à parler comme un monstre. Arrête de fumer, tu vas tomber malade. Comment je faisais ça? J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Les récompenses, les punitions, tout. J'ai tout essayé. Oui, c'est pas évident, surtout à l'adolescence. Quand on n'a pas la volonté, on l'a pas. Que ce soit un enfant ou un adulte. Exactement. Merci en tout cas pour votre témoignage. Si vous avez une question justement à poser à nos spécialistes, allez-y. Ah, vous êtes pas. Elle est partie. Elle est déjà partie. Donc, moi, j'aimerais juste finir. Rapidement. Rapidement, c'est qu'on ne peut pas arrêter directement. Il faut aller demander à un justement, médecin. on va en parler. Comment l'arrêt. Justement, on va y arriver. Elle a dit le mot magique. Elle a dit la volonté. Elle a dit le mot magique. C'est exactement. C'est une question de volonté. On est prêt à tout. Oui, mais on est prêt à tout. La preuve, elle était prête à. Elle s'est même cachée sous le lit de son fils. Je la comprends. Oui. Mais il est très difficile d'arrêter de fumer quand on est dépendant. Oui. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'au début d'émission, je vous ai dit, est-ce qu'elle est coupable ou pas? Parce que, voilà, c'est très difficile d'arrêter quand on est dedans. Oui, quand on est dedans. Et c'est pour ça que moi, je vous ai répondu, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il ne faut pas les culpabiliser. Et justement, en parlant de sevrage tabagique, là où ça marche, et on le sait, c'est celui qui décide d'arrêter du jour au lendemain. Un déclic. Oui, celui qui a le déclic. Qui a le déclic. Et volontairement, il arrête. Très bien. Celui, et on a des consultations. Il y a des centres justement de tabacologie. Voilà, c'est ça. C'est dans la réglementation, puisqu'on les structures de santé doivent s'organiser de façon à aider ces fumeurs. Oui. Et donc, s'ils n'ont pas la volonté, on n'obtiendra rien du tout. Mais le rôle du médecin, c'est de faire ce qu'on appelle chez nous le conseil minimal. C'est-à-dire à chaque consultation, tout médecin, que ce soit un médecin généraliste, spécialiste, quelle que soit la spécialité, peut poser la question, vous fumez, est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous envisagez d'arrêter? Et puis on attend. Il y a des personnes qui vous diront, oui, je fume, mais j'ai pas envie d'arrêter, je suis bien. D'accord. On va continuer juste après la rubrique de Semera Hajamr qui va nous parler de sa rubrique pêle-mêle tout de suite après ceci. Alors, le tabac est un danger pour la santé de l'humain, mais il est tout aussi pour la santé de la nature et par conséquent l'environnement. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas, Balek, hors du plateau, c'est 15 000 morts, 8 millions dans le monde et 15 000 morts en Algérie chaque année. Voilà, le coupable en premier lieu est celui pour l'environnement et celui qui jette sans réfléchir son mégot un peu n'importe où. Un mégot de cigarette avec filtre est un déchet toxique. Il est difficile à collecter et difficile à valoriser en raison de sa toxicité et du peu de la valeur de sa matière. En gros, on peut rien en faire. On ne peut pas recycler des mégots. Il faut savoir ou rappeler que les mégots de cigarettes comportent 25 000 composants chimiques différents rejetés dans la nature. Près de 150 000 mégots de cigarettes sont jetés au sol chaque année dans le monde. Ces chiffres, c'est l'OMS et des associations comme Éco-Bénévole. Voilà, les mégots représentent 2,3 millions de tonnes de déchets et en s'enfonçant dans le sol, ils vont diffuser une partie de leurs composants toxiques. Donc pour l'alimentation, c'est un problème. Les milliards de filtres à cigarettes jetés chaque année représentent un danger pour l'environnement, on le répète, puisqu'ils sont composés, entre autres, d'acétate de cellulose, en clair du plastique, et qu'ils peuvent mettre plus de 15 ans pour se dégrader dans la nature. Ils ne sont pas biodégradables. Dans le monde, c'est 4 300 milliards de mégots de cigarettes jetés dans les rues chaque année, soit 137 000 mégots selon Éco-Volontaire International. Sinon, je rappelle pour le bien de l'humanité et celui de la planète qu'une cigarette fumée ou jetée, c'est de l'acide
C'est de l'acide, c'est de la naphtalène, de la nicotine, de l'ammoniac, de l'arsenic, du mercure et du plomb. Chaque année, 7,7 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans l'espace public et une grosse partie d'entre eux, des mégots, finit dans les eaux usées, puis dans les mers et les océans. Et bien sûr, rappelez que fumer contribue à détruire des forêts pour sa production. On utilise le bois séché pour sécher. Et à l'appauvrissement des sols. L'industrie du tabac, à elle seule, est responsable de 5% de la déforestation sur la planète. Que des pesticides et des produits chimiques sont utilisés pour la culture du tabac. Le plus terrible en ce qui me concerne est que la plupart des cigarettes sont fabriquées dans le monde, se font dans les pays en voie de développement et que les enfants y sont exposés et qu'ils travaillent dans les champs de culture. Ce sont aussi chaque année 200 000 hectares de forêts qui sont détruites pour la production de la cigarette, la pollution des nappes phréatiques, bref, un désastre pour l'environnement et l'humanité. Il y a une solution pour les mégots, elle est toute simple, elle est basique, elle peut servir, c'est de la jeter. Qu'est-ce qu'on fait du mégot? On le jette dans une poubelle, voilà. Au lieu de le jeter dans l'eau, dans les égouts, voilà. Par terre. Vous avez fait une proposition, il y a eu une proposition à l'école d'architecture il y a quelques années de ça, où ils avaient utilisé, donc, dans le cadre de leur étude, les mégots de cigarettes pour en fabriquer des briques pour construire, ainsi de suite. Il y a eu ils ont eu un prix d'innovation sur ça. Ils sont toxiques. Mais je vais vous dire une chose. Là, nous sommes dans une lecture, je dirais, linéaire d'un phénomène. Or, ce phénomène-là, nous ne pouvons le contrecarrer. Tous ces chiffres-là, je vous remercie, madame, on les connaît. Eux les connaissent. C'est un petit peu comme cette mention sur le paquet de cigarettes. Qu'est-ce qu'on fait? On détourne les yeux ou on les cache dans une forme attrayante. Donc, ça veut dire que l'approche, elle doit être une autre approche. C'est pour ça que je vous dis, la communication doit changer et la peur doit changer de camp. C'est-à-dire, nous sommes face, vous avez étudié tout à l'heure, qui est coupable? Est-ce qu'ils sont coupables ou pas? Nous sommes face, je m'excuse de le dire, rapidement, en tant qu'association, j'ai une dernière question à vous poser. Très rapidement. Donc il faut un matraquage, il faut éduquer les enfants, donc il faut travailler avec les enfants de 9 ans, pas de tabou, il faut leur expliquer la chose dès le départ, il faut leur dire voilà ce qui se passe à 9 ans, voilà ce qui se passe. Bien avant 9 ans, dès qu'ils sont déjà tout petits, les sensibiliser. Voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Le deuxième élément, ne pas donner l'exemple, ne pas fumer devant eux. Travailler sur la taxe à 200%, une grande partie. Il faut l'expliquer bien. Je veux juste vous poser une dernière question. Voilà, parce qu'on a dit tout ça pendant l'émission. Là, il nous reste à peine 2 minutes. Est-ce que je voulais parler justement des solutions qu'il y a pour ces personnes qui veulent arrêter de fumer? On parle d'acupuncture, on parle d'hypnothérapie, on parle des patchs, on parle des gommes justement à mâcher. Est-ce que ça fonctionne réellement ou est-ce qu'il faut un accompagnement spécial rapidement, si vous voulez, parce qu'on n'a plus le temps? Oui, alors en ce qui concerne le sevrage tabagique, il y a effectivement des médicaments qui vont aider le patient à arrêter. C'est l'accompagnement d'un professionnel. C'est le médecin qui prescrit, c'est lui qui doit suivre. Donc il y a des médicaments Ah oui. Très bien. Les médicaments sont connus par ces spécialistes. Donc il faut les consulter. Il faut les consulter. Avant d'arriver aux médicaments, il y a les substituts nicotiniques, que ce soit les gommes à mâcher, que ce soit des patchs de nicotine. On ne trouve pas forcément sur le marché algérien, mais par exemple pour les Algériens qui sont à l'étranger, ils le trouvent facilement. Mais est-ce que ça marche justement, ces patchs et ces gommes? Oui. Je peux vous dire que les patchs et les gommes marchent pour le sevrage tabagique. Malheureusement, même au niveau de nos consultations spécialisées, alors pourquoi on ne peut pas activer ces consultations? Parce qu'ils ne sont pas sur le marché. Oui. Ça ne sert à rien de prescrire, il ne peut pas les acheter. Les prix sont élevés. Exorbitants. Exorbitants. Alors, et il faut aussi beaucoup de volonté pour arrêter. Il faut beaucoup de volonté pour arrêter. Merci à vous tous d'avoir participé. Vous avez 1 minute. Rapidement. Vous avez parlé de ce qu'il faut faire pour le corps. Oui. Il faudrait dire ce qu'il faudra faire pour l'esprit. Oui. La théologie, elle a son rôle aussi. Dans les mosquées, il faut dire, il faut prêcher, et dire haram, haram, haram. Il faut le dire. Ça va dans le bon sens.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle, professeur Dalila Mekidesh, vous êtes chef de service pneumoallergologie au CHU de Beni Messous. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci pour votre participation. Monsieur Moustapha Mazouz, vous êtes membre de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Merci encore pour votre participation. Et les filles, Samira et Wahida, merci à vous aussi pour votre participation, pour toutes les informations que vous avez données. Fumer est très mauvais pour la santé. Même si vous fumez, pensez à votre entourage, votre enfant, à la femme, à la planète. Justement, pensez à votre entourage, vos collègues qui sont en train de fumer malgré eux et faites un petit effort. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites du sport, docteur. Du sport. Oui, moi j'en fais. Du sport, ça. Oui, c'est l'activité physique.